Pendant des décennies, Israël a été unique dans le sens où nous n'avons pratiquement pas eu de relation avec nos voisins et même les accords de paix que nous avons eus ont été tendus ou froids dans le meilleur des cas. Mais au cours de la dernière année, quelque chose d'incroyable s'est produit où soudainement notre pays, qui était isolé, qui était seul, cultive maintenant des accords de paix et des relations solides et chaleureuses avec ses voisins dans tout le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est une région qui s'étend sur la majeure partie de l'Asie occidentale et de l'Afrique du Nord. Elle comprend 18 pays, mais parfois la liste semble un peu plus longue. Le Moyen-Orient moderne est né à la fin de la Première Guerre mondiale. Après avoir conquis les terres contrôlées par l'Empire ottoman, les Britanniques et les Français ont divisé la région, très divisée, en de tout nouveaux États-nations. Les frontières nouvellement tracées ont servi les intérêts de la Grande-Bretagne et de ses alliés, tout en ignorant complètement les profondes tensions et les violents conflits entre les divers groupes ethniques et religieux de cette région. Cet amalgame de peuples en conflit a créé un Moyen-Orient divisé et un gouvernement d'hommes forts a commencé à prendre le contrôle de nombreux de ces pays. En 2011, le printemps arabe a commencé. Les troubles ont inondé État après État alors que le peuple se soulevait pour renverser ses dirigeants. Mais au fur et à mesure que les régimes dictatoriaux tombaient, l'extrémisme islamique se levait souvent à leur place et le Moyen-Orient n'a plus été le même depuis. J'ai rencontré le docteur Jonathan Spire pour examiner en profondeur comment la région réclame encore aujourd'hui la stabilité. C'est bon de vous voir, Bonjour, John. ça va Mati, content de vous voir. Eh bien, un point qu'il faut souligner dès le début est qu'il est courant de parler du Moyen-Orient en tant que monde arabe. Il est important de se rappeler que les Arabes eux-mêmes ne sont qu'un des peuples qui sont présents ici au Moyen-Orient. La Turquie, bien sûr, est un pays non arabe. L'Iran, un pays non arabe. Et bien sûr, il y a Israël, l'État juif. C'est une mosaïque complexe de différentes langues, de différentes traditions et de différents peuples. Maintenant, si nous ajoutons à cela les arrangements géopolitiques de qui travaille avec qui, pour ainsi dire, je pense que nous pouvons séparer la région en un certain nombre d'alliances de pouvoirs différents. Tout d'abord, vous avez une alliance de pays qui sont traditionnellement associés aux États-Unis et à l'Occident. L'État d'Israël, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République d'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Royaume du Maroc, le Royaume hachémite de Jordanie et un certain nombre d'autres. Ceci est un bloc. Maintenant, je dirais qu'il y en a deux autres. Et ces deux autres sont des blocs anti-stabilité, qui essayent très fort de changer ou de révolutionner la région. Le plus important de ces contre-blocs est celui dirigé par la République islamique d'Iran. Le Hezbollah libanais, les milices chiites Harakat, sont essentiellement des créations des Iraniens dont la spécialisation est la création et l'activation de mouvements par procuration. Il s'agit donc d'un rassemblement de pays dont l'intention est de nature révolutionnaire, dont l'intention est de changer l'équilibre des forces dans la région et de devenir la puissance clé dans la région du Golfe Persique, d'atteindre la Méditerranée, tendre à vouloir détruire Israël, de développer une capacité nucléaire pour l'Iran afin de se couvrir et de s'assurer pendant qu'il poursuit cet agenda. Si vous regardez le niveau de stabilité dans la région, ils sont à peu près les derniers debout. Un grand nombre de pays ont étonnamment, au cours de la dernière décennie, effectivement cessé d'exister en tant que pays. L'Irak, la Syrie, le Liban, et dans une certaine mesure le Yémen, la Libye également. Le troisième bloc que je voulais juste mentionner est le plus petit bloc, mais je dirais aussi profondément significatif, est le bloc des pays des mouvements alignés sur la République de Turquie. L'Émirat du Qatar dans le Golfe, les mouvements du Hamas qui dirigent Gaza, le gouvernement de Sirach à Tripoli en Libye et les restes des rebelles syriens. Vous constaterez très souvent que ce sont des forces associées à l'un ou l'autre de ces trois grands blocs de pouvoir qui contestent, dans un certain sens, l'avenir de la région. Tout ce qui était la construction naturelle de cette région s'effondre et redevient cette région en tension et en guerre. Oui, je dirais qu'à l'origine de tout cela, il y a l'échec de ces États à se développer avec succès sur le plan économique et sociétal. Donc nous avons accordé beaucoup d'attention aux choses négatives qui se sont produites dans cette région, l'instabilité, les guerres. De là où nous sommes assis aujourd'hui, beaucoup de choses positives se sont produites. Il est important de se rappeler qu'Israël a traversé cette période de trouble, ou cette période d'instabilité. C'est-à-dire qu'Israël est l'un des derniers hommes debout, pour ainsi dire, dans une région très profondément secouée et perturbée. Voici un État qui, malgré tous ses problèmes, et il y en a beaucoup, a une économie qui fonctionne, des armées qui fonctionnent, des frontières qui fonctionnent, une économie qui fonctionne et une structure qui fonctionne.
Donc cela donne à Israël un grand potentiel d'attractivité pour les partenaires Comme dans dans les quoi? régions. Comme dans le fait que nous sommes positionnés dans une position plus puissante que nous l'étions auparavant? Eh bien oui, lorsque tout le monde a été secoué et que vous ne l'êtes pas, alors vous, en un sens, par défaut, devenez la plus grande priorité. De rang plus élevé, oui. Oui. Cet ancien ordre régional a toujours placé le conflit israélo-palestinien comme le principal élément perturbateur de la région. Et il nous semble maintenant assez absurde de faire cela. Cela semble insignifiant pour le moment. Cela semble insignifiant par rapport aux demi-millions de morts en Syrie et ainsi de suite. Nous sommes ici cet après-midi pour changer le cours de l'histoire. Après des décennies de divisions et de conflits, nous marquons l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. Dans quelques instants, ces dirigeants visionnaires signeront les 2 premiers accords de paix entre Israël et les États arabes depuis plus d'un quart de siècle. En 2020, Israël a signé cette série d'accords officiels avec certains pays pro-stabilité de la région. Ce jour est un pivot de l'histoire, porteur d'espoir pour tous les enfants d'Abraham. D'abord, c'était les Émirats arabes unis, puis Bahreïn, le Soudan, le Maroc et un Oman. Et espérons que d'autres suivront. Ces accords négociés par les États-Unis ne sont rien de moins qu'historiques. Ils normalisent les relations entre Israël et leurs partenaires pour la paix en encourageant le commerce et la coopération. Félicitations pour cette réalisation exceptionnelle. Félicitations. Ces accords sont appelés les accords Abraham. Ils rendent hommage à l'héritage partagé entre le monde juif et le monde musulman qui remonte au père Abraham. Les accords Abraham sont un phénomène tout à fait nouveau, mais quand on regarde l'histoire, on se rend compte que nous revenons en quelque sorte à la place qu'Israël a toujours eue, comme lieu de rencontre, d'échange, de commerce et de connexion entre l'Asie, l'Afrique et les cultures et les religions de cette région. Je veux dire, pendant des millénaires, la Via Maris, le chemin de la mer, a relié l'Asie, l'Afrique comme une route commerciale qui traversait cette même région. C'est nouveau, mais en même temps, nous nous reconnectons aux racines historiques d'Israël qui était un centre de connexion et de commerce au Moyen-Orient. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.